m'amène à la troisième partie qui est la planification de la lecture à voix haute. Et on vous propose une planification en 3 simples étapes. La préparation à la lecture. Donc, la préparation à la lecture, c'est tout le avant, du moment où on fait le choix de notre texte jusqu'au moment où on prépare nos élèves à lire le texte. OK? Le pendant, donc la réalisation de la lecture, et finalement le après, ou le retour et le prolongement de la lecture. Donc, je vous invite à réfléchir selon ces 3 niveaux-là. Donc, quand on parle du avant, donc la préparation à la lecture, bien, on sait que c'est important, on en parle beaucoup d'activer les connaissances antérieures pour préparer nos élèves à l'apprentissage qui s'ensuit. Mais sachant que les connaissances sont liées au texte, c'est un facteur crucial à la compréhension de ce texte-là. C'est une étape qui n'est à ne pas passer, c'est super important. Donc, pour plusieurs élèves qui n'ont pas plusieurs occasions de développer leurs connaissances sur le monde par l'entremise de la lecture, excusez, pour plusieurs élèves qui n'ont pas l'occasion de développer leurs connaissances sur le monde, la lecture à voix haute elle-même, c'est leur moyen de développer leurs connaissances sur le monde et de vivre différentes expériences et occasions enrichissantes. Puis c'est aussi un moyen d'aller bâtir leur bagage de connaissances. Toutefois, si on met l'emphase juste sur les connaissances, disons de type académique, bien, on manque l'opportunité de développer leur sens d'ouverture sur le monde, sur les normes sociales, sur les pratiques ou les coutumes familiales. Donc, on veut permettre à tous nos élèves de pouvoir se voir eux-mêmes, mais aussi de voir les autres. Et c'est pour ça qu'on parle du principe de livre miroir versus livre fenêtre. C'est un principe qui a été développé par Rudine Sims Bishops. En anglais, c'est Windows, Mirrors and Sliding Doors. Donc, le principe de livre miroir, c'est le type de livre qui va permettre à l'élève de faire des liens avec son vécu et son bagage d'expérience personnelle. Et mieux se comprendre, tandis que le livre fenêtre va être un livre qui va permettre, qui va développer l'ouverture sur le monde et découvrir différentes réalités autres que la nôtre, donc différents points de vue, et permettre aux élèves de développer justement leur empathie. Et donc, c'est important de réfléchir et choisir des livres, autant des livres miroirs que des livres fenêtres pour nos élèves. Ensuite, quand on parle des connaissances, que ce soit des connaissances antérieures ou des expériences culturelles, il faut aussi réfléchir à, lorsqu'on a notre livre entre nos mains, quelles sont les connaissances que j'ai besoin de vérifier chez mes élèves ou de fournir à mes élèves pour qu'ils soient en mesure de comprendre un texte? Parce que la compréhension d'un texte est largement influencée par les connaissances qu'on a. Si on a 0 connaissance sur un sujet, ça va être très difficile pour nous de comprendre un texte. Il faut qu'on réfléchisse au niveau de connaissance de nos élèves pour que ça soit à peu près équivalent ou très peu débalancé par rapport à la compréhension du texte. Et donc, euh, la partie avant la lecture peut être une occasion pour nous d'aller bâtir les connaissances de nos élèves ou bâtir aussi le bagage culturel de nos élèves pour que ce balancier-là soit le plus possible équilibré pour faciliter le plus possible la compréhension du texte. Parce que c'est le but ultime, c'est de favoriser la compréhension du texte qu'on a choisi. Si l'écart est trop grand, ça va être trop difficile pour l'enseignant de combler. Donc, ce serait de juger, est-ce que ce texte-là est même approprié pour mes élèves? Donc, vraiment penser au bagage de connaissances de nos élèves pour qu'on soit capable de balancer ce balancier-là le plus possible.
Alors, si je prends, par exemple, mon livre que j'ai ici, qui est justement un livre d'André Poulain qui s'appelle Manchot au chaud, euh, quand je lis ce livre-là, je me questionne, OK, mais quelles seraient les connaissances préalables que j'aurais besoin d'aller vérifier chez mes élèves pour m'assurer qu'ils aient une bonne compréhension des sujets qui sont exploités dans ce texte-là? Et l'histoire de Manchot au chaud, si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sur le bord de la mer, probablement de l'Atlantique, disons, l'océan, et puis qui se promène avec sa grand-mère sur la plage comme il le fait toujours. Puis un jour, il voit un déversement d'un déversement de pétrole d'un bateau de cargaison. Et puis le pétrole vient salir tous les manchots et les manchots sont pleins de pétrole et donc il y a des gens qui viennent pour essayer de nettoyer les oiseaux et la plage. Puis Mathéo se questionne qu'est-ce qu'il peut faire pour aider. Et donc il voit sa grand-mère tricoter comme elle fait toujours. Et puis il se dit, ben, je pourrais leur tricoter des petits chandails. Et donc, pour les garder au chaud parce qu'ils sont pleins de pétrole puis ils ont froid. Et donc là, Mathéo se met à tricoter, tricoter, tricoter. Il leur tricote tous des petits chandails et puis pour les garder au chaud, puis les secouristes le remercient, etc. Donc, c'est une belle petite histoire. Mais ici, pour que les élèves aient une meilleure compréhension de cette histoire-là, bien, je dois aller vérifier quel est leur niveau de compréhension de la vie sur le littoral, sur le bord d'un océan, sur le bord de la mer, ce style de vie-là. Je voudrais aussi aller vérifier chez mes élèves quels sont leurs niveaux de connaissances par rapport à une habileté de vie telle que le tricot, parce que c'est pas tous les enfants qui connaissent le tricot. Typiquement, c'est quelque chose c'est une tradition qui n'est pas nécessairement dans toutes les maisons. Et donc, je dois m'assurer qu'ils sachent qu'est-ce que c'est le tricot, puis leur en parler un petit peu. Puis je veux aussi m'assurer qu'ils aient des connaissances ou de vérifier leur niveau de connaissance par rapport au transport et au déversement de pétrole, parce qu'on parle beaucoup de cet élément-là dans le texte. Donc, c'est des éléments que je vais vouloir aller euh, activer chez mes élèves ou que je voudrais peut-être leur donner des connaissances par rapport à ça pour faciliter leur compréhension de ce texte spécifique-là. Un autre élément que je voudrais exploiter avant même d'aborder la lecture, c'est le paratexte. Alors, tout ce qui a trait aux illustrations, au titre, à la couverture, les pages qui viennent avant le texte, donc la dédicace et tout ça, la quatrième de couverture et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu connais cet auteur ou cet illustrateur-là? Qu'est-ce qui se passe dans l'illustration? On peut faire des prédictions par rapport à notre texte à partir de l'illustration sur la page couverture. Qui penses-tu seront les personnages? Qu'est-ce que le titre nous révèle par rapport à l'histoire? Euh, qu'est-ce que la quatrième de couverture, donc l'arrière du texte, nous révèle? Qu'est-ce que la dédicace nous révèle? C'est tous des petits éléments qu'on peut aller travailler pour aller avoir une meilleure idée et préparer nos élèves à la lecture. Ce qui m'amène à l'intention de lecture. L'intention de lecture, ça peut être quelque chose qui se fait très, très simplement et très rapidement, mais on ne devrait jamais lancer les élèves en lecture, que ce soit lecture à voix haute ou autre type de lecture, sans leur donner une intention. Parce qu'aussitôt qu'on leur donne une intention, on leur demande de focaliser leur attention sur cet élément-là et tout d'un coup, ils savent pourquoi ils s'en vont lire. Et cette intention-là devrait toujours être liée à la compréhension du texte. On ne veut pas juste dire, donner une intention, aujourd'hui, on va lire pour travailler telle stratégie. Notre intention est tout le temps rattachée à quelque chose en lien avec la compréhension. Donc, chaque lecture qu'on donne à nos élèves devrait toujours avoir une intention spécifique.
chez les plus jeunes, notre intention peut changer par rapport aux plus vieux. Toi, on parlait des élèves qui sont plus vieux, qui aiment quand même se faire lire des albums jeunesse. On peut lire le même album jeunesse chez les plus jeunes que chez les plus vieux, mais en changeant notre intention de lecture pour cibler le groupe d'âge davantage. Donc, chez nos plus jeunes, des types d'intentions de lecture pourraient être quelque chose comme aujourd'hui, on va lire pour émettre une hypothèse par rapport à l'illustration, à partir de l'illustration de la couverture de l'album. Aujourd'hui, on va lire pour définir le problème du personnage principal, ou on va déterminer quels sont les obstacles que le personnage a surmontés dans l'histoire. Aujourd'hui, on va lire pour trouver la réponse à une question posée, peu importe la question que vous leur posez. Chez les plus vieux, l'intention de lecture pourrait être: aujourd'hui, on va lire pour déterminer si le point de vue du narrateur est neutre ou subjectif. Vous voyez comment on est encore un petit peu plus complexe ici, là, dans notre façon de penser. Aujourd'hui, on va lire pour déterminer la position de l'auteur par rapport au thème qui est présenté dans l'album. Ou on va lire pour dégager la morale de l'histoire. Ou encore, on va lire pour dégager le style d'écriture de l'auteur et comment est-ce que ça influence ta compréhension. OK? Alors, toujours établir une intention et ça peut prendre quelques minutes tout simplement, mais ça peut faire toute une différence pour nos élèves qui savent maintenant pourquoi ils s'en vont lire. Encore dans la préparation à la lecture, lorsqu'on sélectionne un texte, c'est important de réfléchir au vocabulaire de ce texte-là. Un élève de la première année peut avoir un vocabulaire actif d'environ 14 000 mots, ou plus ou moins, et rendu en troisième année, environ 20 000 mots, puis en sixième année, il peut avoir un vocabulaire qui va être aussi actif que 55 000 mots. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sont tous nos élèves qui se situent dans ces barèmes-là. Il peut y avoir des grandes, grandes disparités, on le sait très bien. Euh, donc, dès un très jeune âge, pas tous les élèves ont vécu les mêmes expériences de vie et ça peut avoir une grande influence sur notre bagage de vocabulaire. Donc, en tant qu'enseignant, on veut travailler le plus possible pour accroître ce vocabulaire-là parce que, comme on a mentionné tantôt avec l'effet Matthew, plus on travaille pour augmenter, accroître le vocabulaire, plus on facilite la compréhension de nos élèves et on essaie de contrer cette espèce d'effet Matthew-là qui peut avoir lieu. Alors, quand on va choisir nos livres, on va réfléchir à des mots de vocabulaire qu'on veut enseigner versus des mots qu'on veut expliquer. Parce qu'on sait très bien qu'il y a trop de mots dans le livre pour enseigner explicitement avant la lecture. Mais il y a quelques mots, environ 2 à 5 mots, qu'on va vouloir vraiment enseigner explicitement à nos élèves. Comment choisir? Bien, les mots à enseigner avant la lecture devraient être des mots qui vont être utiles pour nos élèves. Utiles pendant leur lecture, mais utiles pendant leurs écritures futures ou leurs discours oraux même futurs. Des mots qui ne vont pas être trop faciles, mais pas trop difficiles non plus. Des mots qui vont pouvoir être réinvestis, comme j'ai mentionné, dans leurs futurs écrits ou discours oraux. OK? Ça, c'est les mots sur lesquels on voudrait miser pour enseigner. Puis pendant que je suis en train d'expliquer ici, peut-être que vous pouvez regarder, si vous avez votre album entre les mains, vous pouvez regarder justement quels seraient des mots que vous choisiriez comme mots à enseigner versus des mots à expliquer. Des mots à expliquer, mais c'est des mots que je peux expliquer pendant la lecture. Je ne suis pas obligée de faire un enseignement explicite et prendre 5 minutes pour expliquer ce mot-là. Ça s'explique rapidement parce que c'est un mot qui nécessite peu de temps d'attention. C'est facile à expliquer, mais c'est quand même un mot que si je ne l'explique pas, ça va empêcher la compréhension du texte. Vous avez sûrement déjà vu la pyramide de Beck et McEwen de vocabulaire. Et donc, on parle de mots de vocabulaire du niveau 1, 2 ou 3. Et quand on est en situation de compréhension de lecture,
on veut miser sur des mots de niveau 2. C'est des mots qu'on appelle du vocabulaire fonctionnel ou même du vocabulaire littéraire. C'est pas des mots usuels qu'on est capable d'expliquer ou qui font partie de nos discours oraux, malgré que des fois, on a besoin d'expliquer ces genres de mots-là pour nos apprenants de la langue, mais on veut miser surtout sur des mots qui sont riches, des mots que les enfants vont rencontrer souvent, qui vont être présentés dans différents contextes, des mots qui sont reliés à d'autres concepts importants peut-être. Des mots qui contiennent des affixes, des préfixes et des suffixes intéressants à exploiter pour aller travailler justement la conscience morphologique. Des mots qui sont peut-être nuancés des fois. Dans certains contextes, ça veut dire telle chose, mais dans un autre contexte, ça veut dire quelque chose de différent. Donc, ce sont des beaux mots à choisir. Donc, nos mots du niveau 2. Encore une fois, regardez dans votre album, essayez de voir si vous êtes capable d'identifier justement des mots du niveau 2. Quels seraient les mots que vous expliqueriez avant la lecture? Et quels seraient des mots qui seraient faciles à expliquer rapidement pendant la lecture? Alors, moi, dans mon album, j'ai choisi un mot du niveau 2 qu'on utilise dans l'album, qui est le mot englué. Donc, j'aimerais vous faire la démonstration d'un enseignement, justement, un mot que j'enseignerais avant la lecture, parce qu'on en parle à quelques reprises dans le texte, puis c'est un concept important. Donc, je présenterai le mot englué à mes élèves, je leur demanderai, puis là, je vous demande à vous, de me dire sur une échelle de 1 à 4, quel est le niveau de connaissance de ce mot-là? Quel est votre niveau de connaissance de ce mot-là? Est-ce que ce serait 1, je ne l'ai jamais vu. 2, je l'ai déjà entendu, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. 3, je peux utiliser un mot associé. Ou 4, je peux le définir et je peux utiliser des mots associés. Donc, je vous demande d'écrire dans le clavardage 1, 2, 3 ou 4 par rapport au mot englué. OK, excellent. On a des 2, on a des 3, on a des 4, on a des 1. On a toute la panoplie. Alors, ma prochaine étape, vous pouvez continuer à écrire votre niveau d'aisance du mot englué. Ma prochaine étape serait de sélectionner 5 à 6 images en lien avec ce mot-là qui viendraient renforcer le sens de ce mot-là. Et je donnerai du temps à mes élèves pour faire un pense-parle-partage et discuter de ce qu'ils pensent que serait la définition de ce mot-là. Donc, ici, on a des mains avec de la glu verte. On a un oiseau qui est recouvert de pétrole. On a des mouches qui sont collées sur une bande collante. On a une jeune fille qui a la tête baissée sur son écran, qui a l'air très découragée. Puis, on a quelqu'un qui a la face beurrée. Donc, je donnerai le moment du temps à mes élèves de faire un pense-parle-partage et de discuter qu'est-ce que ces images-là ont en commun et quelle pourrait être une définition que vous formiez de ce mot-là. Là, pour des raisons de temps, on va accélérer un petit peu plus. Puis, là, maintenant, moi, je vais vous donner des phrases pour décrire chacune de ces images-là, mais vous remarquerez que j'ai utilisé des mots associés seulement et non pas le mot englué pour décrire ce qui se passe dans l'image. Donc, ses mains sont recouvertes de cette glu. La matière visqueuse empêche cet animal de pouvoir bouger. Les mouches sont prises sur la banderole collante. Cette étudiante est mal prise car elle a oublié d'étudier pour son évaluation. Et l'homme a le visage beurré d'une crème fouettée gommante. Donc, les mots associés que j'ai utilisés sont maintenant mis en surbrillance. Donc, glu, empêche de pouvoir bouger, prise, collante, mal prise, beurrée et gommante.
Alors, si vous n'avez pas encore déterminé quelle serait la définition, je vous la donne. Et si j'étais dans la salle de classe, c'est à ce moment-là que je donnerais la définition et que je permettrais à mes élèves de comparer avec leur propre définition qu'ils ont trouvée. Donc, le fait d'être englué veut dire de se prendre dans quelque chose de gluant ou de collant. Mais ça a un autre sens aussi. Ça peut aussi vouloir dire de se faire prendre dans une situation difficile ou compliquée, comme dans le cas de la jeune fille ici qui est mal prise par rapport à son examen. Donc, l'idée derrière l'enseignement, un enseignement explicite comme celui-ci, ça s'appelle le raisonnement sémantique. Puis l'idée derrière ça, c'est de faire une exposition multiple d'un même mot, mais de façon accélérée. Parce qu'on n'apprend pas un nouveau mot du premier coup comme ça, typiquement. Typiquement, ça nous prend plusieurs expositions pour vraiment comprendre qu'est-ce que le mot veut dire, comprendre toutes les nuances de ce mot-là, puis d'être capable de l'emmagasiner dans notre bagage de vocabulaire actif, si on veut. Mais l'idée derrière le raisonnement sémantique avec ces plusieurs images-là, c'est d'accélérer justement cette exposition-là, puis faire en sorte que l'élève ait une compréhension plus approfondie de ce mot de vocabulaire-là en très peu de temps. Une autre façon que j'aime faire l'enseignement du vocabulaire de manière explicite avant la lecture, c'est d'utiliser les 4 étapes telles que préconisées par Dr. Anita Archer dans son œuvre Explicit Instruction. Donc, elle présente 4 étapes pour présenter un nouveau mot et puis ça prend vraiment quelques minutes seulement pour travailler un mot. Là, elle le fait vraiment en 3-4 minutes. OK? Première étape, c'est de présenter le mot, de le décoder devant ou avec nos élèves, de travailler sa prononciation, le nombre de syllabes, les préfixes et les suffixes, etc. Ensuite, de définir le mot, étape 2. On va donner une définition, mais pas la définition du dictionnaire, une définition vraiment accessible aux élèves, facile à comprendre des élèves. On va parler des attributs de ce mot-là ou les nuances de ce mot-là. On peut faire une analyse morphologique. Qu'est-ce que ça veut dire tel préfixe? Qu'est-ce que ça veut dire tel suffixe? Ou qu'est-ce que la base veut dire? Puis, on peut parler aussi de mots apparentés, donc des synonymes ou des antonymes. Ensuite de ça, on veut illustrer le mot à l'aide de multiples exemples, mais aussi de contre-exemples. C'est important d'offrir les contre-exemples parce qu'on veut que l'élève soit capable d'utiliser et d'analyser. Est-ce que le mot s'applique dans ce contexte-là ou non? Puis finalement, la 4e étape, c'est la vérification de la compréhension. Donc, on va demander aux élèves de distinguer entre les exemples et les contre-exemples. Est-ce que ça s'applique ici, oui ou non? On peut demander aux élèves de générer leur propre exemple de ce mot de vocabulaire-là ou poser des questions qui vont nécessiter vraiment une compréhension approfondie du mot. Dans mon conseil, on a développé un petit gabarit pour nous aider à planifier justement l'enseignement de mots. Donc, on pourrait utiliser un gabarit comme celui-ci, puis décortiquer et écrire justement tous les exemples et les contre-exemples, parce que ça ne se fait pas sans préparation. Si on veut que l'enseignement explicite du vocabulaire se fasse rapidement, il faut prendre le temps de le planifier à l'avance pour que ça soit rapide devant nos élèves. Donc, lorsque vous allez avoir la présentation, vous allez avoir le gabarit, mais vous allez aussi avoir un exemple aussi rempli d'un enseignement explicite de un mot. Et puis, je vais vous montrer aussi un court extrait d'une vidéo de Anita Archer qui fait l'enseignement de un mot auprès d'élèves de 6e année. On va juste regarder un court extrait ensemble, mais vous pourrez regarder le restant de la vidéo aussi par la suite de vous-même. Puis, je vous encourage aussi à aller regarder tout le site de Explicit Instruction parce qu'il y a plusieurs vidéos de modelage qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc, regardons juste le premier exemple ici. Pouvez-vous me dire si vous entendez le son? First word here is what, everyone? Allude. Don't write anything down. Pencil down and read the definition and go.
If you elude someone, you avoid them or escape from them. So if you elude someone, you avoid them or escape from them. Read the first example sentence and go. The runaway slaves eluded the patrol who were hunting them. Okay, and so they might hide somewhere, go into a barn, go into the woods, go in the back of a cart, but they want to avoid those patrollers that are hunting them down. They eluded them. Read the next example. The convict, oh, teacher mistake. Oh, raise your hand if you've ever heard a teacher make a mistake. Isn't it pathetic? So let's go back and try it again. So the convict eluded the police for 10 years. So the convict hid out, stayed away from the police, never was identified by the police, eluded the what, everyone? The police. Last example and go. When playing hide and seek, Jose eluded all of the other players. So was Jose found, yes or no? Because to elude is to avoid or escape them. Okay, get ready to tell me if you would elude. You are coming to this school, and you don't want anybody to notice you. And so you sort of walk down the halls, and when people come, you go down another hall. Did he elude people? Yes or no, everyone? Yes, okay? So he's walking down the hall, and he waves to people. Hi, how you doing, Jose? Hi, Maria. Did he elude people? Yes or no? No. So the principal has called you to the office. I mean, I do want to go to the principal. I think I'll go to the boys' room. Did he elude the principal? Yes or no? And then the principal comes into the bathroom and says, did he elude the principal at that moment? Yes or no? No. Okay. And so elude. So this, you can see how it might have a part of this story. And Suze, I want you to tell your partner your best guess about how the word elude might be used in the story about Harriet Tubman, a slave in a slave state. So tell your partner how the word elude might be used in the story we're going to read. Yeah, so the people that when you take her back into slavery, she might try to elude them. Oh, so it could be used that way. Excellent. Okay, false silence. So here's what I heard. First, when she's trying to escape and the patrollers are after her with their hound dog, she might try to what, everyone? Elude them. And then you're talking about later in her life, when she became a part of the Underground Railroad, she might help other people what? Elude the people that were looking for them. So I say to myself in my vocabulary book, I'm going to record this word, which is a what, everyone? A verb. And I don't have to copy this. I want to put it in my own words and make it shorter. So I might write down something like elude, and then I'm going to indent under it and maybe say, avoid others. Okay, that is one meaning of elude. So on your piece in your book, you're going to write down the vocabulary term, and then in your own words, the definition. When you've done that, put your pencil down. I'll be looking at your vocabulary log. Go. Et donc, en environ 4 minutes, elle a fait l'enseignement explicite de un mot. Alors, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas que notre enseignement explicite soit trop long parce qu'on est vraiment dans la préparation de la lecture. Il faut que ça soit rapide et précis. Donc, c'est important de planifier à l'avance. Et on a vu très clairement Anita Archer passer à travers de ces 4 étapes-là pour faire l'enseignement explicite d'un mot. Maintenant, comme on a dit tantôt, il y a des mots à enseigner explicitement, mais il y a des mots à expliquer aussi au cours de la lecture. Et donc, quand on fait notre lecture, puis je sais très bien que vous ne pouvez pas voir ce qui est à l'écran présentement, mais je ne voulais pas utiliser une image qui n'était pas fournie par André Poulain. Donc, j'ai gardé cette image-là.
Mais c'est la première page du texte. Et donc, quand on fait notre lecture, notre expression orale, notre expression faciale, notre gestuelle peut aussi aider aux élèves à comprendre des mots qu'ils ne comprendraient pas nécessairement pendant leur propre lecture. Donc, je vais juste vous faire la lecture de la première page, puis je vais vous montrer comment est-ce que je vais ajouter peut-être un petit mot, une explication, un synonyme, ou faire même des fois une gestuelle, juste pour aider nos élèves à mieux comprendre. Donc, le soleil faisait danser ses rayons. La mer fait valser ses vagues. Les manchots sautent dans les flots, dans les vagues. Devant leurs acrobaties, hein, les pirouettes, Mathéo et sa mamie rient. Okay? Donc, juste dans ce petit court paragraphe-là, j'ai ajouté la gestuelle, j'ai ajouté une petite explication, un petit synonyme, un petit mot, juste pour que les élèves soient en mesure de mieux comprendre ce que je suis en train de lire. Et de là l'importance de comprendre qu'une lecture à voix haute, ce n'est pas d'écouter un livre audio. Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de livres audio qui sont disponibles de nos jours, puis c'est fantastique des livres audio, mais ça ne remplace pas la lecture à voix haute de la part de l'enseignant. Parce qu'une lecture audio ne va pas ajouter autant d'expressions, mais des fois oui, mais pas toujours, ne va pas ajouter des explications supplémentaires. L'élève ne verra pas la gestuelle et l'expression faciale que tu fais pendant ta lecture. Donc, rien ne remplace la lecture à voix haute de la part de l'enseignant. Donc, on a parlé de beaucoup de choses juste dans la préparation à la lecture, mais c'est vraiment là le gros de la préparation, puis où il y a beaucoup de choses à travailler. Il ne faut pas que ça prenne une éternité, par contre, la préparation à la lecture. Euh, mais je voulais juste vous donner quelques petites minutes pour réfléchir euh, individuellement en réfléchissant à votre album à vous. Euh, Quels sont les éléments du paratexte que vous pourriez dégager ou exploiter? Comment est-ce que vous activeriez ou bâtiriez les connaissances antérieures de vos élèves? Comment est-ce que vous permettriez à vos élèves d'établir des liens avec leurs expériences culturelles et le livre que vous voulez exploiter? Comment est-ce que vous détermineriez ou quelle intention est-ce que vous détermineriez pour votre lecture? Et comment est-ce que vous enseigneriez de manière explicite le vocabulaire ou quel vocabulaire est-ce que vous enseigneriez de manière explicite par rapport à votre album à vous que vous avez entre les mains?